保持您的手机处于关闭状态，直到飞机完全停稳，客舱灯光调亮。全体机组成员。Bon, alors là, c'est l'arrivée en Corée. Donc, sachant que pour aller de l'aéroport à la ville, à Pyongyang, on passe par la campagne et on va dire la banlieue. Et le premier sentiment que j'ai quand j'arrive, c'est un sentiment on va dire, de douceur et de calme et de propreté. Et le premier pays auquel j'ai pensé, parce qu'on fait toujours des comparaisons, étrangement, c'est plutôt la Suisse. Parce que pays très calme et très propre. La chose qui est notable, c'est les routes donc, qui sont très larges. Pas très confortable, ça j'ai compris pourquoi, c'est parce que comme ils ont un problème de pénurie de pétrole et à cause de l'embargo, le goudron c'est un dérivé du pétrole, donc ils font des routes en ciment, ce qui n'est pas très... C'est là qu'on comprend l'intérêt du goudron. Le goudron c'est élastique, c'est confortable, et donc les routes sont à la fois grandes, et on est bien dans l'idée d'un pays qui fonctionne bien. Ça se constate par le réseau routier. Je rappelle que la France a le réseau routier secondaire le mieux entretenu et le plus développé du monde, donc c'est un critère social, le réseau routier. Il est bien entretenu et vaste, mais à cause de la pénurie de pétrole, le revêtement en ciment au lieu de goudron fait que c'est un peu tape-cul. Il y a aussi pas mal de... C'est entretenu en permanence, mais il y a des trous. Et ça, c'est lié aussi, parce que j'ai réfléchi. La Corée est un pays qui a, comme nous, 4 saisons. Donc, c'est un pays tempéré, mais un hiver très rude et un été plutôt très chaud, style mousson. Ce qui veut dire qu'ils ont des hivers avec moins 15, du gel et du froid, et, des pluies torrentielles, parfois l'été. Donc, c'est un peu comme quand on va dans ce genre de pays, ou même en Russie, on a des infrastructures routières qui sont souvent abîmées et en cours d'entretien. Ce qu'on a du mal à comprendre nous en France, où on a vraiment un pays tempéré, paradisiaque, c'est-à-dire où la nature abîme assez peu les infrastructures. Terre calme, terre plate. Comme on est couvert de 80% de montagnes, nos ancêtres, il y a plus de 5000 ans, ont installé leur capitale ici à Pyongyang. Parce que c'est plat. Voilà. Il y a un cours d'eau, il y a un fleuve. Il y a un fleuve, le fleuve Taedong, qui fait 450 km. C'est les qui passe par Pyongyang. Au milieu de Pyongyang. C'est normal. La capitale, c'est toujours plat avec un fleuve. Voilà. Alors là, c'est des logements sociaux dans du périurbain, qui effectivement sont des habitations de 4 étages, ce qui est assez rare effectivement en Corée, parce que dès qu'on est dans un univers urbain, on le voit là, on est dans une architecture, je dirais, de l'époque Le Corbusier, ce qu'on appelle la ville verticale, c'est-à-dire, c'est le principe de Pyongyang, c'est des tours très hautes, et du coup des espaces verts partout. Et ça a beaucoup à voir avec l'architecture internationale et l'urbanisme de l'époque dite moderniste. C'est pas tellement la tasse de thé, notre tasse de thé actuellement, où on est plutôt sur une réaction à la Jacques Tati, de petites habitations un peu chaotiques. Là, on est quand même dans l'idée effectivement socialiste planificatrice, d'un urbanisme contrôlé, avec des tours très hautes et pleines de gens. Alors, il y a aussi le côté asiatique, où effectivement l'asiatique est moins gêné que nous de vivre dans du collectif. Le moi-je est moins important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les immeubles sont bien entretenus, les trottoirs sont bien entretenus, et il y a des espaces verts partout dans la ville. Donc de ce point de vue-là, ça fonctionne bien. C'est le terme d'ailleurs que j'emploierai le plus souvent, c'est que ça fonctionne. Quoi qu'on dise de la Corée du Nord, ça fonctionne. Voilà. Là, on a cette espèce d'image d'Épinal de la Corée du Nord, qui est le côté un peu kitsch, c'est-à-dire, on va dire stalinien. C'est de très grands espaces politiques, je dirais, qui sont à la mesure de la démesure du régime. On se sert d'ailleurs de ça pour critiquer le régime, c'est-à-dire cette espèce de grande place très vide, avec ces monuments en symétrie immenses. Pour un pays de 25 millions d'habitants, ils ont des monuments publics qui sont à l'échelle de la Chine ou de la Russie, qui étaient leurs pays frères. Après, on est dans le Pyongyang, je dirais, moyen, c'est-à-dire des immeubles bien entretenus et une population qui se déplace. On voit pas, il n'y a pas de sentiment d'angoisse. Les gens bougent un peu dans tous les sens. C'est pas surpeuplé. On se rend compte que les femmes sont habillées en femmes et les hommes en hommes. Il n'y a pas que des gens en uniforme. On se rend compte assez vite qu'il y a une mode féminine et qui ressemble un peu à la mode française des années, on va dire, fin des années 40. C'est-à-dire une mise en valeur de la féminité. Je me suis renseigné auprès de mon interprète et de mon commissaire politique. Comme il y a une politique de natalité en Corée, parce qu'ils sont que 24 millions,
il joue beaucoup sur la différence des sexes. C'est pas comme dans le socialisme de la table rase, on va dire soviétique et pays de l'Est, où il y avait une négation de la féminité. Les femmes sont bien habillées, séduisantes, maquillées. Et même quand elles sont en uniforme de l'armée, leurs uniformes sont très bien dessinés, c'est-à-dire qu'elles sont très sexy. Et il faut reconnaître que la coréenne est belle en moyenne. Elle est plus belle que la chinoise, par exemple. Il a touché beaucoup d'argent sur un compte offshore pour vendre ce qu'on appelle ça aux Américains. Et c'est pour ça qu'il est président aussi aujourd'hui, parce que c'est un traître. C'est un traître à la France, hein, faut pas oublier. Hein. Ça c'est joli, ça, regarde. Là c'est beau, là. Là, oui, on a visité ce monument là du Juche, hein, qui est à la gloire de l'idéologie du régime, qui est une idéologie, je dirais, transcourant, puisque c'est à la fois du socialisme, mais en même temps, ça a tourné le dos au marxisme-léninisme strict. C'est du socialisme avec une dimension traditionnaliste. Ça a beaucoup à voir, je pense, avec la pensée de Sorel, et aussi avec le dialogue, on va dire, Sorel-Maurras, hein, à travers Proudhon. C'est-à-dire qu'il y a du socialisme et du traditionnel mélangé, ce qui permet au système, à mon avis, de fonctionner assez bien, c'est-à-dire d'avoir survécu aux contradictions et à l'effondrement de l'Union soviétique, et aussi d'intégrer en douceur, on va dire, la mutation chinoise. Donc on est bien en fait dans un vrai régime, je dirais, dialecticien au sens positif du terme, c'est-à-dire qui est un régime socialiste avec des fondamentaux marxistes, mais qui a tenu compte des évolutions de l'histoire et des nécessités de l'histoire. A été érigé au bord du fleuve d'Edo, site d'intérêt historique. En français. C'est une œuvre monumentale inaugurée à l'occasion du 70e anniversaire des camarades Kim Il-sung. La tour du Juche est là pour magnifier l'idéologie spécifiquement nord-coréenne, qui s'appelle le Juche, qui est donc une idéologie nationale et sociale, hein, on va dire national-socialiste, mais non hégémonique et non raciale, enfin au sens allemand du terme, et qui est une synthèse de modernisme et de traditionnalisme, de socialisme et de nationalisme. Hein. Ça a beaucoup à voir avec gauche du travail et droite des valeurs. C'est pour ça, je veux dire, c'est pas un hasard si je me suis senti un peu en résonance avec ce pays, parce que c'est une expérience, on va dire, politico-historique qui mérite d'être observée, très intéressante, à mon avis relativement réussie et aboutie, et qui répond à pas mal d'interrogations qui sont les nôtres, à égalité-réconciliation. C'est Changjeon, l'avenue Changjeon. C'est pas ça la Cité des Sciences, non? Non, ça c'est une autre qui a été construite en 2012 à l'occasion. Donc en fait, ça, malgré l'embargo et les soi-disant, un régime soi-disant présenté comme affaibli en Occident, ça se modernise et ça construit à tout va. Oui. C'est ce qui est le plus impressionnant. Et là, il y a le fameux stade de football le plus grand du monde. Voilà, de là-bas. 150 000 places. 150 000 places, 2 fois le Stade de France. Tout ça, c'est des architectes coréens. Oui, ce sont tous des architectes coréens. De cette tour, on voit deux quartiers. On voit un quartier, à mon avis, des années 70-80 ou 80-90, qui correspond à la période, on va dire, avant la période spéciale. Et on voit du logement social qui fait un peu penser au pays de l'Est, un peu triste. Bon, c'est pas plus moche que les logements sociaux de l'exode rural de l'époque française, de la reconstruction et de l'exode rural, mais c'est pas très beau. Et de l'autre côté de la rivière, on a un quartier récent. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le quartier récent est plus beau architecturalement et de meilleure qualité que le quartier qui date de 30 ans avant. Ce qui contredit l'idée que le régime nord-coréen serait en phase terminale d'effondrement. En fait, il a eu une période de décollage reconnue par tout le monde, c'est les années 50-60. Il a eu la période de crise de la période spéciale, exactement comme a eu Cuba, qui correspond à l'effondrement du bloc soviétique et à la perte soudaine de tous leurs partenaires économiques, où là, ils sont passés à une autarcie, une autonomie, et une période, je dirais, de souffrance imposée, volontaire, pour survivre à ce changement brutal. C'est la période, on va dire, 90-2010. Et maintenant, ils sont passés, je dirais, à la période, je dirais, de la Renaissance, où ils sont sortis de la période de crise, d'où ces constructions récentes, qui datent toutes d'après 2010, de bonne qualité, et d'où, à mon avis, la colère américaine, qui espérait que cette expérience socialiste s'effondre d'elle-même sur ses contradictions internes, comme il en a été de l'URSS, par exemple. Et en réalité, c'est pas ce qui se passe. Si on prend la dynastie des trois Kim, le premier Kim, c'est la période de la fondation, le deuxième Kim, c'est celui qui se prend la crise dans la gueule, et le troisième Kim actuel, c'est celui de la Renaissance, hein, et notamment de ce que
qu'on peut appeler la société de loisirs socialiste, puisque c'est ça qu'on constate en ce moment. Ils sont en train de passer à la société de loisirs socialiste pour éviter justement ce qui est arrivé à l'URSS à partir des années 70, où ils n'ont pas donné la société de loisirs aux Russes, ce qui fait qu'ils se sont mis à être fascinés par l'American Way of Life, et ils ont compensé par de la surpropagande, ce qui était une catastrophe, puisque ça a séparé totalement le régime du peuple. D'ailleurs, il faut quand même faire remarquer que si l'URSS n'a pas pu passer à la société de loisirs dans les années 70, c'est à cause de la course aux armements, qui était une stratégie américaine, d'obliger les Russes, pour pouvoir tenir la dragée haute aux Américains, de mettre 30% de leur PIB dans l'armement, et donc d'être obligé de choisir entre le militaire et le social. Voilà, donc c'est comme ça que les Américains ont gagné, puisque la phase terminale de cette stratégie, c'est la guerre des étoiles, où l'URSS s'est effondrée, car elle ne pouvait plus, comment dirais-je, continuer ce match de concurrence militaire, et les Américains ont bien joué cette carte-là pour faire s'effondrer l'URSS par le social, d'une certaine manière, en les obligeant à un surinvestissement dans les budgets militaires. Voilà. La Corée semble échapper un peu à cette problématique, puisqu'ils ont un budget d'armement nucléaire, mais ils sont quand même en train, visiblement, de passer à la société de loisirs, puisqu'on le remarquera dans la vidéo, des équipements collectifs de loisirs et de sport et culturels sortent de terre depuis 2010 un peu partout, et ils sont de très bonne facture. On n'est pas en Algérie, et c'est pas fait par les Chinois, c'est fait par les Coréens. Plante médicinale. Alors comment s'appelle-t-elle? On pose plein de questions. Pardon? Non, c'est juste pour... Alors là, je me rends à la maison natale du fondateur de la dynastie. Alors c'est toujours pareil, les abords, c'est toujours un magnifique jardin, très propre, avec des enfants, beaucoup d'écoles, de voyages scolaires qui participent de l'éducation et on peut dire de l'endoctrinement, si on veut, de la population. On voit les jeunes enfants nord-coréens admirer leur leader. Et alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on ne nous montre pas un palais princier, type palais de Mugabe ou de Ben Ali, mais on nous montre que le fondateur du régime venait d'une petite famille paysanne qui a résisté, et que finalement le bon sens du régime et la fonctionnalité du régime vient en fait du côté paysan ancestral. Quand on regarde un peu ce qu'on nous montre, on nous montre une ferme, je crois que ça s'appelle comme ça, une ferme et les outils traditionnels de travail. Donc on fait bien le lien entre le bon sens et l'intelligence du régime, la légitimité des dirigeants et le travail productif paysan. Et ça nous montre aussi en filigrane qu'on peut s'élever au sommet de la hiérarchie sociale en venant de la plus basse paysannerie si on a une personnalité forte, un patriotisme profondément ancré et même avec une dimension héroïque, et qu'on a gardé le bon sens paysan. Donc une fois que j'ai dit ça, regardez, donc on voit ces enfants et ces écoliers très respectueux, très bien habillés et disciplinés. On regarde les jeunes filles aussi, habillées un peu à l'anglaise d'une certaine manière, et très mignonnes, visiter la maison natale du fondateur du régime. Quand la mère du président Kim Il-sung est venue ici, après son mariage y habiter, elle avait demandé à sa belle-mère pourquoi elle avait acheté un pot aussi moche. Et là, la grand-mère du président Kim Il-sung a souri et lui a dit « Je sais que tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai acheté ce pot. Mais je n'avais pas assez d'argent et on m'a proposé ce pot pour 2 centimes. Et elle a dit à ce moment-là, ce pot restera dans l'histoire de la Corée. Quand nous serons riches et quand le pays sera libéré, tout le monde jouira de la bonne pâte de soja qui a été fabriquée dans ce pot-là. » D'accord, et un symbole. Alors c'est très joli. Et on ne voit pas beaucoup de présence policière. Et là, ce qu'on peut constater, c'est ce qu'on se constate systématiquement en Corée, que c'est un jardin très bien entretenu, avec un peuple au travail, c'est-à-dire la notion de plein emploi, mais aussi il n'y a pas la dimension stakhanoviste, c'est-à-dire qu'ils travaillent lentement, et il n'y a pas la dimension surveillance policière. Il y a très peu de présence policière en Corée quand on se balade, pour la bonne raison que c'est un peuple, on va dire, un peuple en armes, et un peuple très très bien éduqué, alors certains diront endoctriné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de leur botter le cul
pour qu'ils adhèrent en fait au projet coréen, puisque, je le répète, le socialisme coréen est un socialisme patriote d'émancipation et pas un socialisme de domination étrangère, puisque le régime coréen représenté par les trois successeurs de la dynastie des Kim s'est créé sur la résistance à l'occupation japonaise. Pour chasser l'occupation japonaise, il a fallu qu'ils s'émancipent de la féodalité coréenne, qui était une féodalité qui collaborait à l'occupant japonais. Donc ils se sont débarrassés simultanément de la féodalité collabo coréenne et de l'occupation ultra-violente japonaise. Et ça s'est passé entre les années 30 et 1948, et que le président maréchal fondateur de la dynastie est leur super de Gaulle. C'est celui qui est le chef de la résistance et de l'émancipation des Coréens face à l'occupation japonaise et à leur féodalité traître et comprador. Et dès 1950, c'est-à-dire 2 ans après la fondation de leur État socialiste, ils se sont pris la guerre de Corée sur la gueule, c'est-à-dire une agression américaine qui est devenue d'ailleurs une agression de l'ONU, comme pour la guerre de l'Irak, où c'est une coalition occidentale dans laquelle d'ailleurs la France est impliquée, le Canada, l'Angleterre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette guerre a duré 3 ans, elle a été ultra violente. Nous, on a beaucoup conscience de la guerre du Vietnam, qui est plus récente, et parce que ça touche l'Indochine, c'est-à-dire nos anciennes colonies, mais la guerre de Corée a été encore plus violente pour les Coréens que la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que les Américains ont rasé la Corée sous les bombes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un pays neuf d'un point de vue urbanisme, parce que les Américains ont tout rasé et ils ont tenté de détruire ce peuple par les bombardements en haute altitude massifs et les agents chimiques comme ils le font toujours. Et c'est un peuple qui a triomphé militairement en fait des États-Unis, qui d'ailleurs, pour ne pas accepter leur défaite, se sont cachés derrière une coalition onusienne, pour dire que c'est l'ONU qui avait été vaincue et pas eux. Donc ils ont une espèce de grande fierté nationale, une grande confiance en eux, et il y a un grand lien, qui n'a pas besoin d'être forcé, entre le peuple coréen, son régime et ses élites. Comme si aujourd'hui, De Gaulle avait vaincu militairement les Allemands, avait imposé, on va dire, un État-providence d'économie mixte, qui était le cas d'ailleurs dans les années 50-60, avait chassé les Américains, comme d'ailleurs il l'a fait, puis avait mis au pouvoir, au lieu de se faire virer par Cohn-Bendit et la première révolution colorée, avait mis au pouvoir son fils puis son petit-fils, qui aurait maintenu l'indépendance de la France, sa grandeur, avec des projets qui correspondent à ce qu'aurait été le France, le Concorde, la bombe atomique française, etc. Nous serions tous des hyper-patriotes, hyper-gaullistes, sans avoir besoin de commissaires politiques qui nous surveillent 24 heures sur 24, comme ça pouvait effectivement l'être en Allemagne de l'Est, qui, je le rappelle, l'Allemagne de l'Est, c'est le châtiment de la Prusse, c'est-à-dire du noyau de l'Allemagne, pour les punir de leur Deutschland über alles, par une domination de ce, on va dire, berceau de l'Allemagne par la Russie. Donc on ne peut pas comparer le socialisme soviétique au socialisme coréen, puisque le socialisme soviétique correspondait à un socialisme anti-russe, faut pas oublier, la révolution bolchevique était une révolution anti-russe, essentiellement géorgienne, alors que le socialisme coréen est un socialisme coréen, s'appelle le Juche, et les socialismes des pays satellites, que ce soit Roumanie, Hongrie, Pologne, étaient des pays qui étaient soumis à la domination du grand frère soviétique et stalinien, et donc ils étaient obligés d'accepter le socialisme comme aussi une domination étrangère et voire même une punition, avec en plus une classe collaboratrice chez eux, on le voit bien avec l'insurrection hongroise, qui est essentiellement d'ailleurs voilà. Quand on enlève cette composante impérialiste et étrangère, on comprend que le socialisme coréen soit assez bien accepté par le peuple coréen, parce qu'il fonctionne et il est national, voilà. Donc légitime. Alors là, on est dans la cité des arts, la cité des artistes. Alors là, on est dans la question de l'art d'État et aussi la question de ce qu'on appelle la querelle du réalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas en Corée d'art moderne et encore moins d'avant-garde, puisqu'effectivement, dans l'art français, après qu'on se soit posé la question de l'art de représentation, de la peinture de chevalet, s'est posé la question, avec la concurrence de la photographie, de la question de la représentation du réel à partir, on va dire, des impressionnistes, et ça aboutit derrière à l'abstraction, à Mondrian. Donc ils n'ont pas cette période-là, mais à la limite qu'ils ont intégré
comme culture étrangère, mais surtout, ils refusent et ils échappent totalement à ce qu'on appelle la période de l'avant-garde, hein, c'est-à-dire qu'ils répondent à cette fuite en avant avant-gardiste qui donne aujourd'hui les Jeff Koons et l'art ironico-dégénéré occidental qui d'ailleurs fait se pâmer les milliardaires comme le patron de Vuitton. Eux, ils répondent par un art réaliste, hein, c'est-à-dire au service de l'idéologie dominante et au service du roman national, ce qui correspond un peu à ce qu'était l'art dans les périodes anciennes chez nous, qui était là pour représenter essentiellement les rois et la religion, hein, c'est-à-dire les saints, Jésus et les élites religieuses et politiques. Donc effectivement, on pourrait dire que c'est un art un peu kitsch, ou qui n'ont pas eu la chance d'accéder à la postmodernité artistique, mais on peut aussi se poser la question de savoir si c'est un bien ou un mal. Parce que, l'air de rien, ce sont des artistes qui maîtrisent encore la peinture de chevalet et la sculpture et le modèle vivant, c'est-à-dire qu'ils savent faire quelque chose, ils ne sont pas dans le baratin conceptuel, et en même temps, on peut sentir, peut-être avec la culture qu'on a nous, une petite dimension kitsch, notamment dans la peinture de chevalet quand ils font du néo-impressionnisme, et peut-être se dire... ils s'inscrivent un petit peu dans la problématique restrictive, on va dire, du réalisme socialiste, mais pas de façon hystérique, hein, voilà. Et visiblement, ça leur pose pas trop de problèmes, hein, puisque effectivement, là, on est dans une cité des artistes où on voit des artistes d'État qui ont des ateliers, c'est-à-dire qui sont pris en charge par l'État, comme tout le monde dans ce pays-là, hein, puisque c'est un pays de plein emploi et on va dire un pays où tout le monde est plus ou moins lié à l'État, hein, semi-fonctionnaire, où chaque artiste en fait a des commandes et sait faire quelque chose. Par exemple, là, celui-là, c'est le spécialiste des animaux, il fait des tigres et il vend des tigres, notamment beaucoup de clientèle chinoise. Les riches chinois achètent beaucoup d'œuvres d'art aux Coréens, puisque les Coréens ont maintenu une formation d'artistes réalistes de qualité. Ces artistes-là ont des ateliers, des assistants, ils vivent souvent dans cette cité des arts en tant qu'élite artistique du pays, et ils ont des expositions à l'étranger, ils voyagent, et ils ont des commandes d'État et des commandes étrangères. Donc moi j'ai discuté avec eux, je les ai rencontrés, ils n'ont pas l'air de souffrir énormément. Et un tigre comme ça, ça va finir, ça va être vendu, ça va être... Oui, ça va être vendu. Oui. Des gens peuvent l'acheter lors des expositions, ou bien des gens comme vous qui sont venus ici ont vu une œuvre qui leur plaise, ils commandent et après on la renvoie. Donc ça peut sortir du pays. Oui, bien sûr. 선생님도 그 중국에서 많이 주문하고 또 가격 굉장히 비싸게 5만 내지 10만 달러 정도로 그렇게 주문해서 Ces œuvres, donc il y a beaucoup de commandes chinoises et ces œuvres se vendent entre 50 à 100 000 $. Ah oui. Oui. Si on compare à ce que c'est qu'un artiste dans nos sociétés à nous, ça se discute totalement, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en France? L'artiste qui crève de faim et l'artiste qui est obligé de travailler pour on va dire, les multinationales soit du loisir, soit de la mode ou de la maroquinerie, là. Donc, effectivement, ça relance la querelle, ce qu'on appelle la querelle du réalisme, de savoir si l'avant-garde c'est mieux que, comment dirais-je, la maîtrise traditionnelle des arts de l'œil, quoi. Hein, sur est-ce que Jeff Koons, si bien que ça, est-ce que ce qu'on nous montre, des espèces de merde qu'on nous met au milieu du jardin de Versailles, ou un vagin géant ou des barres de fer rouillées, c'est vraiment génial. Est-ce que les monochromes, c'est vraiment génial? C'est peut-être là aussi qu'on peut se poser la question de la prégnance de l'idéologie dominante sur nos cerveaux, et notamment sur les nôtres, puisque effectivement on nous a imposé le génie de Soulage. Est-ce que c'est vraiment génial de faire des monochromes noirs depuis 50 ans? Et est-ce que ça vaut si cher? Est-ce que c'est si difficile que ça à faire? Et est-ce que c'est si génial de faire des grands tableaux tout noirs à la brosse? Voilà. 중국, 말레이시아, 캄보디아, 짐바브웨, 영국, 이탈리아에서 미술 전시회를 주최한 개최자, 저작자입니다. C'est lui qui a organisé tout, enfin c'est lui le premier artiste qui a participé à toutes les expositions qui s'est déroulées en Chine, en Malaisie, en Cambodge, Italie, Zimbabwe. Là, on a cet artiste assez sympathique qui a beaucoup voyagé, parce que ce qui est sûr, c'est que ces artistes-là sont très bons en dessin et en peinture au sens premier degré du terme. Hein. Lui, c'est très bon en peinture animalière. Là. Alors par contre, là, effectivement, on a un tableau néo-impressionniste qui est quand même d'une laideur assez kitsch. Hein. D'ailleurs, à côté d'une lampe Ikea, ce que je remarque. Mais on voit par contre par ses études qu'il est très bon en dessin, avec ce côté asiate peut-être un peu froid, hein, qu'on voit quand moi j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai constaté ça. Ils sont souvent très forts
formellement, mais ça manque un peu parfois d'inspiration. Mais en tout cas, ils savent peindre. On peut leur faire peindre, on verra quand on verra le musée de l'armée, là, on n'a pas le droit de fumer dedans, que quand on leur fait peindre des fresques guerrières qui font des centaines de mètres linéaires, ils savent le faire, quoi. Nous, je sais, on aurait du mal à trouver le nombre de peintres en tant que capables de peindre des équivalents, des tableaux finalement qu'il y a au musée du Louvre de l'époque de Géricault, où ils pourraient peindre le radeau de la Méduse, eux, encore. Nous, on aurait beaucoup de mal à trouver des artistes capables de copier correctement le radeau de la Méduse. Hein. Mais l'histoire des Américains est tout petit, aussi petit Oui, que mais ça. avec l'argent, ils arrivent à faire croire que... Mais comment ils peuvent dépasser la France? On a été grand jusque dans les années 30, 1930. On a littérature, peinture, même musique avec Debussy, Ravel. Mais après... 이제 프랑스와 현대 인상주의, 마네, 모네 해가지고 다 유명한 사람들이 세계 미술을 주도하던 말인데. avec Monet, Manet, tout ce sont les grands artistes Pissarro, Degas. Oui, oui, mais ça c'est 1880, 1900. Maximum, ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que font les jeunes... Vous voulez bien nous expliquer ce qu'ils font les jeunes gens là-bas? Alors là, je suis à la Cité des Artistes et effectivement, je vois un match de football. Alors l'idée en Corée, parce que je me suis renseigné, c'est qu'ils ont des moments de loisirs au milieu de leur journée de travail et souvent qui sont affectés à des épreuves sportives. Pour des travailleurs du tertiaire, maintenir leurs conditions physiques. Pour ça qu'il n'y a pas d'obèses en Corée, ils sont tous en bonne forme. Et maintenir par le sport, c'est-à-dire le jeu, la cohésion collective et l'esprit de groupe. Donc c'est assez bien fait, c'est assez cohérent, parce que ce qu'on constate en Corée, c'est que les leaders sur les photos sont toujours souriants, il y a une constante du sourire et du rire tout le temps, et le peuple coréen est assez souriant lui-même, hein. Quand on le croise dans les rues, les gens ne tirent pas la gueule. À mon avis, ils sont éduqués dans un relatif plaisir d'être ensemble et de participer à des activités collectives par la médiation du jeu et du sport. Ils sont plutôt souriants. Hein. Là, je prends le métro. Alors là, on est dans cette tradition, je dirais, très socialiste et qui a beaucoup à voir avec le métro russe, de donner un métro au peuple qui soit à la fois un palais, pour montrer que le socialisme, c'est les dirigeants qui s'habillent comme des travailleurs et les travailleurs qui se déplacent dans des métros qui sont beaux comme des palais. Donc ça, c'est une assez belle idée qu'on doit à Joseph Staline d'ailleurs. Et là, on voit effectivement le métro coréen qui est très richement décoré avec des lustres, avec des fresques pareil de mosaïques réalistes très belles. Et alors ce qui est marrant, c'est que les wagons sont un peu vieillots parce que là, c'est le côté débrouillard d'un pays qui a peu de devises. C'est des anciens wagons qu'ils ont rachetés aux Tchèques, je crois, et qu'ils ont restaurés. Donc on a quelque chose d'un peu rétro, mais toujours très propre et qui marche bien. Ça fonctionne, les gens ne se bousculent pas. Il n'y a pas trop de flics pour contrôler les gens. C'est ça qu'on regarde, hein. C'est plutôt, on est dans un pays d'autodiscipline, je dirais, et peut-être d'autosurveillance. Après, je sais pas, j'ai pas assez creusé pour dire s'il y aurait de la délation, de l'espionnage. Mais à mon avis, ça ne ressemble pas à l'Allemagne de l'Est de la Stasi. On a des gens qui se déplacent librement, qui savent ce qu'ils ont à faire. On n'a pas de tension. J'ai pas de cris, pas de gens qui courent dans tous les sens, pas de sirène de police. Visiblement, une délinquance très réduite. On peut d'ailleurs, j'ai posé la question et j'ai vérifié auprès des chiffres américains. Pour une population de 24 millions d'habitants, il y aurait environ 100 000 personnes dans ce qu'on appelle centres de rééducation, c'est-à-dire des prisons. 100 000 personnes sur 24 millions, ça me paraît pas délirant. C'est pas un pays de goulag. Hein. Mais évidemment, c'est comme me disait l'interprète, c'est pas Utopia non plus. C'est-à-dire que c'est un peuple éduqué et élevé. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait, effectivement, pour les élever dans le respect des traditions de la famille, du régime et des dirigeants. Et c'est un travail d'éducation. Et comme on le sait, l'éducation est toujours une forme de violence, puisque l'enfant livré à lui-même est un sauvage. Hein, voilà. Donc après, il y a une interprétation positive, c'est un peuple bien élevé. Une interprétation négative, c'est un peuple endoctriné. Voilà. Mais je n'ai pas senti de tristesse fondamentale ou de peur dans le regard de ces gens. J'ai l'impression qu'ils aiment leur pays et qu'ils aiment leurs dirigeants et qu'ils aiment leur régime et qu'ils aiment leur vie. Alors après on dira mais ils sont tellement endoctrinés, tellement dominés qu'ils n'ont pas conscience d'être malheureux. Là on est dans la métaphysique.
Un peuple qui n'a pas conscience d'être malheureux. Si pour l'aider, on doit le rendre malheureux, pour l'aider à avoir la conscience de sa souffrance, est-ce qu'on lui fait du bien ou du mal? Est-ce que les Américains veulent sans doute les aider à prendre conscience qu'ils devraient être malheureux? Voilà. C'est-à-dire qu'ils voudraient faire leur malheur, hein, littéralement. Alors là, ce métro est à 100 mètres sous terre. Pourquoi? Parce que c'est aussi un abri anti-atomique. Les Coréens ont survécu à l'agression américaine de la guerre du Corée, qui est un bombardement à haute altitude, qui est typiquement la guerre des lâches et la guerre des Américains. Ils ont survécu par une stratégie des tunnels. La Corée est un pays de montagnes et de granit, et les Coréens sont donc des spécialistes mondiaux du tunnel creusé dans le granit. C'est pour ça que c'est un peuple qui se sent très sûr de lui au niveau de sa résistance aux attaques extérieures, parce que les Américains ne peuvent pas débarquer militairement, ne peuvent que les bombarder à très haute altitude, et ça, ils savent survivre, ils s'enterrent et ils ressortent. Et toute la Corée est double, c'est-à-dire qu'il y a la Corée apparente, et la Corée qu'on ignore un peu, c'est cette Corée creusée dans le granit, et qui fait que ce peuple peut à tout moment s'enterrer et survivre à l'agression militaire américaine. Voilà. Petite digression, les Coréens étant les spécialistes militaires du tunnel, ils ont aidé le Hezbollah et le Hamas contre l'armée israélienne. C'est eux qui ont envoyé leurs ingénieurs et leur génie militaire aider à la résistance palestinienne. Et c'est pas pour rien que les sionistes, qui dirigent le monde et l'Amérique, haïssent la Corée du Nord et veulent à tout prix la faire tomber. C'est aussi parce que les Coréens sont un peu à la tête des pays non alignés, notamment en aide militaire, et ont beaucoup aidé, notamment le Hezbollah, dans sa stratégie des tunnels. Et n'oubliez pas que le Hezbollah est la seule puissance régionale qui est vaincue militairement, l'armée israélienne Tsahal. Hein. Donc on peut attribuer en partie la victoire palestinienne au Hezbollah, c'est-à-dire au chiisme, on va dire iranien, au génie de Nasrallah, et aussi à la logistique des tunnels nord-coréennes. D'où d'ailleurs mon positionnement pro-coréen, qui est une manière aussi d'être de façon cohérente pro-palestinien. Là, nous sommes devant ce qu'on appelle effectivement le palais de l'amitié, qui permet de montrer aussi le savoir-faire coréen, hein, toujours. C'est-à-dire que là, c'est une pagode néoclassique, mais entièrement qui est en granit peint. Donc on voit aussi qu'ils ont des artisans qui savent travailler. Et ça, c'est la pierre typique de Corée, là, c'est le granit, c'est Corée. 여기를 1번이라 합니다. Ici, c'est une sorte de bâtiment 1. Très belle Kalachnikov d'apparence, on a vu. C'est ça, absolument. Very nice Kalachnikov. Et les portes là qu'on voyait qui normalement traditionnellement sont en bois, elles sont en bronze. Les Nord-Coréens sont des grands spécialistes du bronze. Ils coulent des bronzes de 25 mètres de haut, ce qui est quand même techniquement très dur, et ils font des portes en bronze massives de plusieurs tonnes. 한 짝의 무게가 4톤입니다. 4 tonnes. 선생님, Ah oui. 4ton짜리면 Donc il doit y avoir des systèmes de Et roulement à billes. 펜서를 저렇게 하면 c'est d'un doigt. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui. C'est un marqué avec una taille. Après, il y en a... Ouh, c'est frais. Le musée de l'amitié, où sont hébergés tous les cadeaux qui ont été faits par les pays tiers au régime. Donc ça, c'est dans le but de montrer aux Coréens qu'ils ont des amis, qui avant étaient d'ailleurs les pays de l'Est, et qui restent aujourd'hui, avec l'effondrement du bloc soviétique, ce qu'on appelle les pays non alignés. En fait, la Corée du Nord n'est pas totalement isolée du monde. Hein. Elle entretient des relations avec certains pays d'Afrique qui sont encore des pays d'Afrique socialistes. Elle entretient des relations avec la Syrie, avec l'Algérie, avec le Venezuela, avec l'Iran. C'est-à-dire, en fait, on va dire que c'est un des leaders des pays non alignés. Leader parce que c'est celui qui résiste de façon la plus spectaculaire, on va dire, à l'impérialisme américain, impérialisme à la fois militaire et bancaire. Là, on le voit aussi sur le rapport de la Corée, qui s'appelle le pays du matin calme, à la nature. C'est un pays qui est naturellement très beau. Hein. C'est un pays de creux et de bosses, avec une végétation très luxuriante et très variée. Et on voit qu'il y a un lien fondamental entre l'idéologie coréenne qu'on appelle le Juche, ce mélange de tradition
tradition et modernité, et je dirais l'environnement naturel de la Corée, qui est naturellement harmonieux. Hein, c'est une péninsule avec la mer des deux côtés, avec de la montagne. La montagne d'ailleurs est sacrée, hein, leur montagne est un lieu symbolique très important, là ils ont une montagne. Et regardez la beauté des images, la manière dont ils entretiennent ce jardin, la manière d'intégrer l'architecture à la nature, avec ces transitions de parc, on va dire, à l'anglaise, hein, de parc à l'anglaise, puis de nature sauvage et d'architecture. On voit vraiment qu'il y a un lien entre la nature de la Corée, la tradition de la Corée et la modernité coréenne. Il n'y a pas de rupture, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas d'antagonisme. Il y a des transitions douces et des strates. Et c'est de ce point de vue-là que c'est, à mon avis, un régime assez cohérent. Là, je suis en train de pique-niquer après avoir visité le palais de l'amitié qui se situe à la campagne, et je tombe sur un mariage coréen. Je pense que c'est un mariage, puisqu'à mon avis, ça, ce sont des mariés. Et là, on voit la douceur de vivre des Coréens. On sent pas trop le régime dictatorial militaire et la souffrance. Et ça nous fait penser à du péri-urbain des années 60. Hein. Ça me fait penser à mon enfance en France. En fait, c'est la première fois que je vois une vraie expérience socialiste qui a l'air de fonctionner et d'être réelle. Tu sais. Parce qu'en Algérie, j'ai jamais trop cru. Et dans les pays de l'Est, je ne suis pas allé voir vraiment sérieusement, mais là, c'est vraiment un pays socialiste au sens respectable du terme. Ils s'amusent, ils nous invitent à boire d'ailleurs, ils se jettent dans la rivière et ils s'éclaboussent, les femmes et les hommes, donc il n'y a pas le côté interdit sexuel, il n'y a pas non plus cette agressivité envers l'homme blanc que je suis, puisque j'ai quand même une gueule d'américain pour eux, et si je leur dis bonjour, ils me répondent, rapidement on nous invite à boire un verre avec eux, et il y a des rires, voilà, il y a un côté, je dirais presque peuple infantile et naïf, ils ont des plaisirs simples, ce qui est plutôt sain, puisque c'est un pays où la pornographie est interdite, donc il y a un côté... alors on pourrait dire oui, infantilisé peut-être, mais en tout cas, plaisir simple et plaisir sain de gens qui s'amusent en jouant dans l'eau, en faisant du sport, avec des rires, etc. Il n'y a pas le côté deuxième degré décadent de petits bobos pervers assis en train de fumer des joints et de faire des vannes de cul, quoi. Hein. Je me sens mieux, moi, personnellement, avec ces Coréens qu'à Bastille avec les cons qui ont été mitraillés par Daesh, là. Hein, voilà. Là, je visite aussi, pareil, un monastère bouddhiste fameux, qui a été d'ailleurs détruit en partie par les bombardements américains, et je découvre que le régime nord-coréen du Juche n'est pas un régime de la table rase qui interdit les religions. Déjà parce que la religion traditionnelle est le bouddhisme, qui n'est pas une religion mais une sagesse d'une certaine manière. Hein. Il n'y a pas la violence, l'exclusivisme monothéiste hérité de la violence. Donc nous avons là un moine bouddhiste qui est d'une certaine manière un fonctionnaire d'État et qui vous explique calmement que l'idéologie du Juche est compatible avec le bouddhisme et réciproquement. Donc il y a une intelligence du régime d'intégrer la tradition coréenne à la modernité et non pas de la table rase avec ces images horribles qu'on voyait à l'époque soviétique où on détruit des églises orthodoxes et où on transforme des églises en porcheries. Mais ça, faut pas oublier que cette violence anti-religieuse, en réalité anti-chrétienne, notamment de la révolution bolchevique, tient beaucoup à sa dimension profondément haineuse et vengeresse. Détruire le tsarisme, c'était aussi détruire la religion chrétienne. Et quand on enlève cette du socialisme et qu'on n'est que dans le socialisme national coréen, on n'a pas cette violence anti-religieuse, on n'a pas cette manipulation perverse d'un égalitarisme au service d'une domination communautaire inégalitaire, et ça devient tout de suite beaucoup plus sain et beaucoup plus fonctionnel. Je crois que c'est très important de comprendre que ce qui rend le socialisme nord-coréen intéressant et à mon avis moins malhonnête que le nôtre, c'est qu'il n'y a aucune influence dedans. Hein, c'est assez fondamental. C'est la loge de la concierge. Bonjour. Ça c'est quoi alors ça? Ça, c'est, comment dire, ça c'est très écologique. Par exemple, nous, le papier, le verre, on recycle. Ouais. Et c'est le graphique montrant les familles modèles.
qui ont fait beaucoup de bien pour l'écologie. D'accord. Et ça, ça augmente la compétitivité. À hauteur sous plafond, il y a un standard un peu... Oui, je sais. Bonjour madame. Entrez s'il vous plaît. On a le droit de garder les chaussures? Il faut enlever les chaussures, c'est la tradition. D'accord. Alors là, c'est le moment où je vais visiter un immeuble et un appartement de Coréens moyens. Alors évidemment, on me les a choisis. Hein. C'est l'appartement d'un couple dont le mari est professeur à Polytechnique. Les Coréens, qui sont un peuple autonome et socialiste, valident beaucoup les études scientifiques, hein, puisque pour les sciences humaines, ils ont le marxisme et, à mon avis, l'idéologie du Juche. Donc ils ne sont pas dans le délire psychosociaux comme chez nous, ils sont très attachés aux sciences dures, parce que leur autonomie vient d'abord de leur maîtrise de la technique. Hein. Donc autonomie politique implique autonomie technicienne, donc ils sont très attachés à la culture technicienne. Donc ils ont des polytechniciens, des ingénieurs, puisqu'ils sont capables de produire eux-mêmes une bombe atomique. Et là, je visite l'appartement d'un professeur à Polytechnique, c'est sa femme, qui est donc femme au foyer. En Corée du Nord, on peut être femme au foyer ou travailler. Il n'y a pas, je dirais, cette violence doctrinale socialiste ou antisocialiste. On peut être femme au foyer ou travailler. Quand on fait des enfants, il y a une politique de natalité, une politique de la famille. On aide la femme avec les enfants. Hein. Il y a 8 mois de congé maternité. L'âge de la retraite est à 55 ans chez les femmes et 60 ans chez les hommes. Donc on estime qu'une femme a le droit d'arrêter de travailler 5 ans plus tôt. Donc on tient compte d'une certaine manière de la différence des sexes. Alors que chez nous, c'est nié par l'égalitarisme abstrait pour remettre les femmes au travail dans le travail de nuit. Hein. Et là, je visite un appartement donc de quelqu'un qui fait partie de l'élite, hein, puisque c'est urbain et scientifique. Donc on est dans l'élite sociale socialiste, hein, c'est-à-dire professeur d'université. Et on est dans un appartement qui, à mon avis, fait 120 mètres carrés. On me dit qu'il en fait 220, mais je pense que c'est une faute de la traductrice. Il fait 120 mètres carrés et il est très bien agencé, c'est-à-dire qu'il y a balcon, il y a tous les équipements modernes et qui sont des équipements coréens. C'est-à-dire que la télé avec le système qu'on appelle de son, là, tu sais, sound system, c'est de la production nord-coréenne. Ils fabriquent des télés, ils fabriquent des téléphones portables, ils fabriquent des tablettes et ils ont, même s'ils n'ont pas Internet, comme disent certains cons, ils ont intranet, c'est-à-dire qu'ils ont leur système à eux. Hein. Ils évitent juste la pénétration impérialiste étrangère et pour des raisons politiques. Hein. Et donc, on a un appartement propre, moderne, avec un mobilier assez moche, mais ça, c'est le problème, je dirais, de la modernité asiatique. Mais c'est presque le problème de l'impérialisme culturel occidental. Moi, je les inciterais à être plus traditionnels dans leur mobilier. Hein. C'est pas très beau au niveau déco, selon mes critères à moi. Hein. Mais c'est parce que, justement, c'est pas assez coréen, je trouve. Mais en tout cas, c'est très fonctionnel. Hein, voilà. Et ils ont tous les équipements modernes, cuisine équipée, salle de bain. C'est une famille avec, je crois, 3 enfants, chambre pour les enfants. Il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'appartement collectif comme on imposait aux Russes à la période stalinienne, où on est obligé de cohabiter dans le même appartement avec des étrangers qu'on croise à la salle de bain ou aux chiottes. Il y a respect dans l'idéologie du Juche de la cellule familiale comme cellule de base, avec donc le père et la mère, différence des sexes, patriarcat, liberté des femmes, comme dans tous les pays socialistes, d'accéder au travail, aux études supérieures, etc. Donc on est dans, on va dire, où on allie le meilleur de la tradition avec le meilleur de la modernité. On n'oppose pas l'un à l'autre et on n'est pas dans le doctrinal dur. On a là une femme au foyer, mais qui a travaillé à une époque, qui est mère de 3 enfants, dont le mari travaille comme scientifique à l'extérieur. Voilà, on est avec, je fais remarquer aussi, logement gratuit, logement attribué, gratuit. Gratuité totale des logements, de la médecine et de l'éducation. Hein, c'est un vrai pays socialiste. Alors après, on peut faire des demandes, tu sais, pour changer de logement, et ils ont des espèces de bureaux pour interchanger, tu sais, des gens qui veulent changer de quartier. Et en général, on attribue les logements en fonction de ton travail et de ton lieu de travail, hein, lieu de résidence, lieu de travail. Ils essayent de planifier ça de manière à peu près intelligente et harmonieuse. Alors évidemment, on pourrait dire, ils n'habitent pas où ils veulent. Mais je pose la question, est-ce que toi, tu habites où tu veux? Est-ce que tu as le choix d'habiter au Trocadéro si tu es étudiant, ou tu as le choix d'habiter Paris-Centre si tu es ouvrier? Nous, les interdits sont imposés par la logique du marché. Eux, les interdits sont imposés par la logique de la planification socialiste. Hein. De savoir ce qui est le mieux, je pense que pour un milliardaire, c'est mieux le choix par le marché, mais pour un quidam moyen, c'est mieux la planification par le socialisme. En réalité, si on prend un critère de statistique, donc un critère démocratique, pour on va dire le citoyen lambda, le système socialiste est plus généreux, plus fonctionnel que le système capitaliste. Puisque je vois, moi, si je prends Paris-Centre, le gros problème
on va dire même du français moyen aujourd'hui, c'est qu'il ne peut plus habiter en centre-ville, c'est trop cher pour lui, quoi. Hein. Le rapport entre les loyers et le salaire est complètement... il faut pour qu'on vous attribue un logement aujourd'hui, il faut non seulement un travail à plein temps et un CDI, mais gagner 4 fois le prix du loyer. Ce qui veut dire que beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent plus se loger ou sont très mal logés. En tout cas, bien moins bien logés que cette personne et sa famille. Hein. Voilà. Donc ça ne pose pas la question de comment ils vivent à la campagne, mais en tout cas à la ville, comme j'ai pu le constater, il n'y a pas d'immeuble en ruine, il n'y a pas de cage à lapins dégueulasse comme il y a en Algérie construite par les Chinois. C'est construit par eux-mêmes et c'est de bonne qualité. Hein, voilà. Comme vous avez vu dans nos rues, nous n'avons aucune armée étrangère. Oui, non, puis surtout, il n'y a même pas beaucoup de forces de police. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de police qui surveille la population, vous voyez. C'est très peu policier comme... on est dans un régime, je dirais, d'autosurveillance par le peuple lui-même. C'est-à-dire que les mauvais citoyens sont identifiés comme mauvais citoyens par les autres citoyens ici. On est dans une autosurveillance, je dirais, qui n'est pas sordide. C'est-à-dire que comme les gens sont bien élevés et patriotes, quand il y a un mauvais, ils le marginalisent de lui-même. Il n'y a pas besoin que les policiers interviennent, etc. Alors nous, ça, on a du mal à l'admettre parce qu'on est une société hyper individualiste. Et ça, c'est la tradition occidentale depuis Descartes. C'est je pense, donc je suis, cogito ergo sum. Vous, dans les sociétés asiatiques, vous êtes plus sur le collectif. Vous êtes naturellement plus dans la solidarité collective et l'humilité. Vous êtes des sociétés plus modestes, société du nous. Nous, les sociétés du je. Donc nous, ça nous angoisse l'idée qu'il y a un immeuble où on surveille, on fait un tableau du palmarès écologique. En France, quand on nous dit qu'il faut trier les ordures, on fait exprès de ne pas le faire. Pour dire je fais ce que je veux, vous voyez. Et ça, en même temps, tout le courant écologiste de gauche français aimerait amener à la solidarité écologique. Donc quelque part, il de dire, bah oui, mais les Coréens, ils le font déjà. Ils le font déjà parce qu'ils ont ce sens du bien collectif. Et moi, j'ai parlé de ça. Voilà. Mais alors, les Français vont dire oui, ils font ça parce que sinon, ils vont aller en prison, vous voyez. Sinon, il y a un commissaire politique qui va les punir, vous voyez, ou les dénoncer. Le système de délation. Quand vous parlez, on n'est pas aussi vite que vous, nous n'avons pas de méthode. Le plastique, on est aussi. Le papier, mais ça c'est en ce moment en France, les écologistes qui ont remplacé les communistes, hein, c'est eux la gauche. En fait, ils disent qu'il faut faire une société plus douce, avec des vélos, où on recycle les ordures. Et la réponse c'est mais les Coréens du Nord ils le font. Voilà. En fait vous rêvez d'une société à la Coréenne du Nord mais vous ne le savez pas. L'asphalte silhouette, et si gracieuse et fluette, pendant le marin épanoui. À la campagne de voyage. Alors là, ce qu'on voit, effectivement, on voit qu'il n'y a pas de publicité en Corée. La publicité est considérée comme de la pollution visuelle, ce qui est très bien. Et ça nous amène aussi à la notion qu'ils ont du commerce. Il y a de la production, il y a de la diversité de production, il y a des centres commerciaux, mais ce n'est pas le commerce qui doit aller au consommateur, c'est le consommateur qui doit aller au commerce. Ça fonctionne un peu comme du temps d'une certaine morale française ou même de morale occidentale qui correspond à la fin du 19e siècle et qui a changé aux États-Unis à partir des années 20, à partir d'ailleurs de la propagande et du travail de Bernays, hein, sur le fait qu'il fallait aller racoler, agresser le consommateur et le soumettre. Et en France, en fait, ça correspond à la mutation des années 60-70 avec les grandes surfaces et l'explosion de la publicité. Hein. Faut pas. Finalement, le commerce coréen actuel correspond un peu à ce qu'était le commerce en France entre la révolution industrielle et on va dire les années 50-60 où il n'y avait pas cette omniprésence de la publicité. Hein. C'est finalement tout ça est américain, assez récent et très brutal et très vulgaire. C'est quand même une vraie propagande et une vraie agression, la publicité. Hein. C'est largement aussi agressif et propagandiste que la propagande politique directe du régime nord-coréen. Là, on voit effectivement toujours la même chose, c'est qu'il y a peu de voitures, mais il y en a à Pyongyang. Je crois qu'il y a 7 compagnies de taxis privés. Donc il y a aussi, en plus de la mutation de sociétés socialistes de loisirs pour ne pas finir comme l'URSS, il y a aussi tenir compte de ce qu'on appelle la mutation chinoise, c'est-à-dire le régime nord-coréen a ouvert un peu l'économie au secteur privé. Il y a un peu de libre entreprise sous contrôle d'État et pour les secteurs qui ne sont pas stratégiques.
on va vers une idée d'économie mixte planifiée qui fait un peu penser aussi à l'époque des 30 Glorieuses françaises. Je rappelle que la meilleure période qu'ait vécue la France dans l'époque récente, c'est la période des 30 Glorieuses, qui était une période gaulliste d'économie mixte semi-planifiée, je le rappelle. Et finalement, les Coréens s'approchent de ça, puisqu'ils ouvrent un peu leur économie pour ne pas être dans l'étatisation intégrale. Il y a des petits commerces, il y a des échoppes, et il y a, je vous le dis, à Pyongyang, des compagnies de taxis privés. Là, je suis dans un magasin coréen. Il n'y a pas de publicité à l'extérieur. Il n'y a pas de vitrine d'ailleurs. On sait que ça existe. Et quand on rentre, par contre, il y a beaucoup de produits. Et qui sont tous des produits coréens. Surtout qu'il y a du choix. Parce que le problème, souvent à l'époque de l'Union soviétique, c'est qu'il y avait très peu de choix. Alors, on a les trop produits n'étaient pas de bonne qualité. On a trop de choix, nous, dans notre pays. Actuellement, nous avons fait beaucoup de progrès, surtout dans le domaine alimentaire. On a repoussé toutes les cigarettes chinoises, les bières et la friandise. Par exemple, moi, je préfère nourrir mon enfant avec la friandise coréenne. Il y a la sécurité et ça, c'est quoi, c'est du miel, ça? Oui, c'est du miel. D'accord. Il y a une production d'alcool national. Oui, bien sûr. Ça, c'est divers alcools nationaux, ça. Oui. Donc ça, c'est la cosmétique coréenne. Parce que nous, en France, on se moquait beaucoup des produits de consommation de l'Allemagne de l'Est. Pourquoi? Parce qu'il y avait très peu de choix et c'était pas de bonne qualité. Et par rapport à ce qu'on faisait de l'autre côté du mur de Berlin, c'était incomparable. Donc ça a beaucoup servi, ça. La classe. C'est bien, c'est sérieux. Et nous avons ouvert l'hôpital le 13 octobre 2013. 2013. Et cette dame est médecin? Où ça? Elle est diplômée de médecine. C'est combien d'années les études de médecine? 7 ans. Comme en France. Alors là, ce qu'on voit dans cet hôpital donc pédiatrique, alors même si on me dit que c'est un hôpital modèle et que c'est le seul du pays, c'est qu'ils ont une capacité à construire et à penser un hôpital pour enfants qui ne soit pas angoissant, puisque là, pareil, on a des leçons à prendre. Le choix des couleurs, la décoration, l'ambiance, c'est très réussi. Il y a vraiment, on voit bien que l'enfant, et même s'il est éduqué, on va dire élevé dans le respect du régime, est très respecté par le régime coréen. Quand on regarde la beauté de cet hôpital pour enfants, on va parler aussi d'ailleurs de la beauté de l'infirmière-chef, ça aussi, ils font très attention, chaque fois qu'on a un interlocuteur, que ce soit souvent une femme et qu'elle soit belle. Respect de la différence des sexes et mise en avant de la beauté des femmes et leurs uniformes, leur tenue de travail, les mettent en valeur. Voilà. Donc, même si tout ça est, comment dire, de la manipulation et de la propagande, c'est très bien fait. Je veux dire, et après, je vous laisse visiter avec moi l'hôpital. C'est très doux, très beau, très moderne, très propre. Et ça existe, quoi. Alors après, on peut peut-être dire qu'il n'y en a pas 36 comme ça dans le pays. Et peut-être que si on levait l'embargo et qu'on arrêtait de les emmerder, ils en construiraient d'autres. En tout cas, regardez à quel point c'est un lieu fait pour les enfants, pensé pour les enfants, et respectueux de l'enfance, avec tout ce côté, je dirais, pas d'une enfance militarisée, endoctrinée pour en faire des adultes précoces, mais au contraire, regardez la déco, il y a vraiment un respect de l'univers de l'enfance. C'est la guerre. C'est la guerre. Bonjour. Ça, c'est IRL alors. Alors là, on va voir aussi que je vois qu'ils ont du matériel Siemens. Alors, ils m'expliquent que ça leur coûte très très cher d'acheter ça parce qu'il faut qu'ils contournent l'embargo. Donc, ça leur coûte beaucoup plus cher que s'ils pouvaient l'acheter en direct. Et ça aussi, cet embargo est assez dégueulasse parce que c'est un peu comme l'embargo sur l'Irak qui n'avait pas du tout porté préjudice à la famille de Saddam Hussein mais avait fait crever 500 000 gosses comme s'en réjouissait Madeleine Albright. Là, on voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est comme c'est un hôpital pour enfants, quand les enfants sont atteints par des longues maladies, pour ne pas qu'ils prennent du retard sur le plan scolaire, ils ont des classes
qui fait qu'ils peuvent étudier pendant leur maladie. Je ne sais pas si dans les hôpitaux pédiatriques français, il y a ce genre d'installation et si c'est pensé de manière aussi fonctionnelle, intelligente et respectueuse. Ouais. Ça fait penser aux années 60 chez nous. Ouais, c'est joli. On va attendre qu'il revienne avec la caméra. Alors ça, c'est un centre de diagnostic à distance. On essaye de mettre 5 en France en ce moment, ils en parlent. C'est pour les gens dans les campagnes, des choses comme ça. Oui. Donc dans les 11 provinces, 200 comtés, ils sont reliés avec 11 provinces et 200 comtés. D'accord, donc ils peuvent se voir par écran et faire du diagnostic. Là aussi, c'est une salle intéressante pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'internet en Corée du Nord. Il y a de l'intranet, c'est-à-dire que là, il y a l'idée du diagnostic à distance pour que justement les zones rurales reculées du pays aient accès, en cas de, notamment, je pense, d'urgence et de cas graves, à du diagnostic médical. Donc ça se passe, effectivement, c'est de la, je sais pas comment on dit, de la télémédecine et du diagnostic à distance. Et on voit la carte avec les centres où, effectivement, ces communications et ces diagnostics à distance peuvent être faits. Et après, ils m'ont expliqué qu'il y avait un système d'hélicoptère pour pouvoir, en cas de maladie grave, amener le plus vite possible les enfants très gravement malades dans cet hôpital d'élite de Pyongyang afin qu'ils aient les meilleurs soins. Alors je ne sais pas si ça suffit à couvrir le problème de la médecine infantile pour toute la Corée. Je ne sais pas à quel point c'est quelque chose un peu pour faire de la représentation et à quel point c'est pas effectivement plus du prestige que de la réalité profonde. Ça, je sais pas, parce qu'il faudrait voir combien il y a d'hôpitaux comme ça, quelle est la demande, etc. Mais en tout cas, cet hôpital existe. Il est il pourrait impressionner, à mon avis, des pédiatres français. Et pendant que j'y étais, il y avait d'ailleurs une médecin espagnole qui était en train de donner un cours de chiropractie à des médecins coréens sur un enfant, ce qui prouve aussi qu'il y a de la circulation, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas un pays totalement fermé. Les Coréens peuvent sortir du pays pour le sport ou les voyages d'études. Et d'ailleurs, ils sortent et ils reviennent. Il n'y a pas le problème de les faire revenir de force. Il y a très peu de Coréens qui fuient la Corée. C'est une réalité qui est admise. Alors on dit qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs tellement ils ont été endoctrinés. Et je sais que les Coréens, par exemple, du Nord qui fuient en Corée du Sud, il y en a évidemment, comme dirait l'autre, c'est pas Utopia. Il y a statistiquement forcément des gens qui ne supportent pas et qui ont envie de tenter leur chance ailleurs. Mais que souvent, dans les 5 ans, ils reviennent parce qu'en fait, ils ne supportent pas finalement de vivre dans un pays capitaliste quand ils ont été habitués quelque part à cette prise en charge socialiste. Donc il y a peu de Coréens qui fuient la Corée du Nord, et parmi ceux qui fuient, beaucoup finissent par revenir. Voilà. Et après, je vous dis, tout ça est une question de statistiques. Et je pense que les statistiques nord-coréennes sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan de ce qu'on pourrait appeler la dissidence, ne sont absolument pas comparables à ce qu'on a vu dans les pays satellites de l'URSS. Là, je visite le musée de l'armée, alors qui était pareil, on dirait que c'est un truc stalinien des années 60, ça vient d'être construit. C'est pour magnifier la victoire de la Corée sur les États-Unis, c'est-à-dire la guerre de Corée 50-53, qui est très fondatrice. Faut pas oublier que la Corée est une république jeune, puisqu'elle naît en 48. Et donc là, le musée de l'armée, on voit un bâtiment magnifique avec une mise en scène effectivement de l'armée coréenne, de la victoire coréenne sur les Américains, qui est un spectacle magnifique. Ils savent faire de la propagande spectacle, les Coréens. Et le musée de l'armée, c'est le truc, si vous voulez, une bonne raison déjà d'aller en Corée en voyage, c'est de visiter le musée de l'armée. C'est génial. C'est mieux pour moi que Disneyland. Et avec vous, il y avait la Chine, l'URSS ? Nous, la Chine nous a aidés, mais pas l'URSS ? L'URSS aussi, mais... Uniquement matériel, c'était pas des hommes. Oui. Nous, on s'est battus nous-mêmes. Les Russes, ils envoient toujours du matériel, mais ils ne sont jamais allés physiquement, comme dans la guerre du Vietnam. Ils sont uniquement aidés logistiquement. Ouais. Mais même on a dû les fabriquer nous-mêmes dans nos usines. C'est le bonheur du collectionneur de venir ici.
Là, c'est un transport de troupes en anglais. Ouais, ouais. Ça, c'est le matériel amphibie. Parce qu'il n'y avait pas d'hélicoptère avant. Non, c'est ça. Une arme nouvelle. Ça a été capturé en 1963. D'accord, donc c'est après, malgré l'armistice, ils ont continué une guerre, Voilà. une guerre de sabotage. Sabotage, etc. 2004년에 낙후한 Ça, c'est une Un sous-marin sans pilote, ouais. ici. Et ça, Une torpille, ça, c'est une torpille. Non, un sous-marin d'espionnage sans pilote. Et nous l'avons capturé en 2004. Hein. Pueblo, navire espion armé des troupes d'agression américaines. C'est pas mal la fois coréenne en français. C'est le navire espion armé américain Pueblo, capturé le 23 janvier 1968 par les forces navales de l'armée populaire de Corée. Et là, on visite effectivement quelque chose qu'on ne connaît pas nous, c'est que malgré l'armistice qui a été signé entre les États-Unis et les États-Unis à travers l'ONU, puisque les États-Unis, pour ne pas admettre leur défaite militaire, ont mis ça sur le dos de la coalition onusienne, en 68, je crois, bien plus récemment, des années et des années après la fin de la guerre, les Coréens ont arraisonné un bateau espion américain qui continue à faire chier, comme toujours. Ils l'ont arraisonné. Ils ont capturé, je crois, les 63 marins qui étaient dedans, qui se faisaient passer pour une mission scientifique. Mais c'était une mission d'espionnage, alors ils ont gardé le bateau, ils l'ont jamais rendu, et ils ont obligé les militaires américains à écrire une lettre d'excuse pour pouvoir être libérés. Et ils ont tous écrit une lettre d'excuse en demandant humblement pardon, etc. Ce qui a fait dire aux Nord-Coréens qu'en plus, les militaires américains étaient des fiottes, parce que jamais un Coréen a accepté d'écrire une lettre d'excuse pour être libéré. Et donc, ils les ont libérés. Et donc, ils exposent ce bateau en disant, voilà, les Américains continuent à nous faire chier, à trahir les accords internationaux qu'ils ont signés, puisqu'ils continuent à pénétrer les eaux territoriales coréennes avec des bateaux de guerre, alors que normalement, ils ne doivent pas le faire. Imaginez si c'était l'inverse. Et quand ils se font choper, ils chialent. On December 23, 1968, 11 months after the capture of Pueblo, the enemy knelt down before the Korean people and made an official apology. To the Democratic People's Republic of Korea government, the U.S. administration assumes full responsibility and seriously apologizes for the intrusion into the DPRK territorial waters by U.S. war vessel and for its serious espionage activities, and guarantees that no American warship will intrude into the DPRK territorial waters in the future. The U.S. representative was so confused that he even forgot to write a dater in the apology. He wrote a dater hurriedly urged by a representative. President Johnson complained that the apology was the only one of its kind in the U.S. history. Et là, les dernières images, on termine là-dessus, c'est le village Potemkin, si on veut rigoler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai le droit, moi, d'aller à la piscine. Alors là, on est typiquement dans les équipements, on va dire, de la société coréenne socialiste de loisirs que Kim III a donné à son pays et à son peuple depuis 2010 pour les remercier d'avoir survécu et accepté la période spéciale. Il a fallu qu'ils survivent en tant que pays autonome malgré la perte de leurs alliés qui étaient les pays de l'Est. Et là, on peut comparer à la période spéciale, on va dire, cubaine. Depuis 2010, ils sont dans un redéploiement et ils ont le droit à des équipements collectifs comme cet énorme aquaboulevard où vont nager la population de Pyongyang. C'est pas tout à fait la tristesse annoncée. Les Coréens s'amusent, évidemment. Je pense pas que ce soit des figurants. Vous verrez que c'est magnifique, c'est tout neuf, ça date de 2013 je crois, et j'ai pu batifoler au milieu des Nord-Coréens en maillot de bain, en train de s'amuser à la piscine, quoi. Et je pense pas que c'était que des figurants et qu'ils ont été amenés là pour moi et qu'on les obligeait à rire avec des décharges électriques. On a réellement un peuple coréen patriote et convivial, joueur, avec cette idée aussi que l'Asiate ne se sent pas brimé quand il est dans une vie collective.
On n'est pas dans le pays de Descartes, on n'est pas dans le pays du moi-je. On est quand même en Asie, dans ce qu'on appelle dans le marxisme le mode de production asiatique, où effectivement le nous passe avant le je, où il n'y a pas cette idée hypertrophiée du je, au niveau des rapports affectifs comme au niveau de l'affirmation par rapport au social. Et donc le côté collectif est beaucoup plus facilement accepté là-bas que chez nous. D'abord parce que l'Asiate est beaucoup plus dans le nous que dans le je. On le voit au niveau de son art, au niveau de sa tradition, etc. Et aussi parce que le Juche, l'idéologie nord-coréenne, fait passer d'abord la cellule familiale en premier. C'est-à-dire que le petit Coréen qui naît d'abord dans une cellule familiale avec un père et une mère, et après, à la petite école, accède, on va dire, au début du nous, au début du collectif, après être passé par le je. On n'est pas comme dans l'expérience socialiste dure soviétique des années 30, dans une négation de la famille, avec les appartements collectifs, et dans cette idée que la famille est quelque part un substrat de la bourgeoisie et qu'il faut détruire la famille pour protéger le socialisme de la dérive bourgeoise. Il n'y a pas, ce délire anti-famille dans l'idéologie du Juche. Maintenant que nous avons les armes, donnons le plaisir aux Voilà, ouais. Oui, c'est la société de loisirs. C'est vrai. Nous nous sommes serrés la ceinture pour combattre contre les Américains. Et maintenant, le peuple doit profiter du bonheur. Le fameux goulag. Le goulag. C'est le centre de rééducation. Centre de rééducation par le loisir. Il faut bien comprendre que pour le nord-coréen, le socialisme national nord-coréen n'est pas une violence. Voilà. C'est tout ça pour l'expliquer. Alors ça serait peut-être une violence pour nous, mais il faut peut-être questionner aussi l'hyper-individualisme à la française et à l'occidentale. Ce moi-je hystérique et destructeur qui finalement produit du névrosé. Et la question très forte chez nous de la solitude, puisque nous on se pose la question effectivement de la vie collective de ce régime socialiste, mais moi il me semble que quand je lutte contre quelque chose, je lutte pas contre le nous en France, je lutte contre la solitude, contre le chômage, contre la névrose, contre la dépression, contre l'obésité due à la malbouffe, des choses effectivement qui n'existent pas en Corée du Nord. Voilà, posons-nous toutes ces questions calmement. Alors Alain, tu reviens du Aqua Boulevard local, coréen, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la rééducation par le loisir fonctionne assez bien. Et il y avait trop de figurants. J'ai nagé, oui. Oui, il faudrait demander quand même à la propaganda Staffel qui mette un peu moins de figurants quand je viens dans la piscine parce qu'il y avait presque trop de monde. Voilà.